Bonjour Jean-Éric. Donc nous allons parler des différentes cultures occidentales. Vous avez travaillé dans le monde entier. Jean-Éric Aubert, qui êtes-vous? Je suis un ancien fonctionnaire international qui a travaillé à l'OCDE et à la Banque mondiale, en charge de conseiller les gouvernements sur leur politique d'innovation et leur stratégie de développement. J'ai travaillé dans plus d'une quarantaine de pays, à la fois des pays riches, d'autres pauvres, des pays émergents, précisément dans ce travail d'évaluation des systèmes d'innovation et de conseil au gouvernement. Alors comment se distingue la culture d'innovation de l'Occident? Et au fond, quelles sont les différentes formes culturelles que cette culture, globalement, qu'on a comparée précédemment à l'Asie, quelles sont les formes que cette culture occidentale prend dans les différentes zones? Comme on le disait pour l'Asie, il est essentiel de bien comprendre l'influence que les cultures, au sens anthropologique du terme, ont sur les capacités d'innovation des sociétés. Et dans le cadre de l'Occident, on a affaire à différents profils. Principalement, il y a 4 profils en Occident. Il y a un profil anglo-saxon, où on retrouve bien sûr le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, une grande partie du Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a un profil latin dans lequel on retrouve la France quand même, même si elle est influencée un peu par d'autres cultures. Il y a bien sûr l'Italie, l'Espagne. Il y a un profil rhénan autour de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Il y a un profil nordique dans lequel on met les pays scandinaves et la Finlande. Et je ne parle pas des pays en transition, mais on peut les rattacher. Il y aurait un profil slave à préciser, mais je ne l'aborderai pas. Et il y a un pays comme les Pays-Bas qui, lui, se situe, il emprunte aux différents profils, en fait, les Pays-Bas. D'accord, c'est une sorte de joker. C'est un joker, c'est un pont entre les différentes. Mais je vais traiter les 4 profils que j'ai évoqués. Alors, le profil anglo-saxon, si vous voulez, qui précisément, on revient sur cette idée que les systèmes d'innovation, ici, sur ce schéma qui apparaît en jaune, sont inclus dans des systèmes plus larges qui touchent, j'appellerais systèmes de développement, où on a la recherche, l'industrie, la finance, l'éducation, qui interagissent entre eux et fabriquent les capacités d'innovation. Tout ça, c'est influencé ou s'inscrit dans un système sociétal en rouge, plus large. Alors, dans le cadre du profil anglo-saxon, on a un système d'innovation qui est très performant, notamment dans le high-tech et dans les ressources d'exploitation des ressources naturelles. Alors, c'est quand même quelque chose qui est important parce que c'est souvent dans le système anglo-saxon que prennent naissance les industries high-tech. Ça a été dans l'informatique, l'électronique, c'est dans la biotechnologie, dans tout ce qui est Internet aujourd'hui. Ça part souvent par des start-up qui sont des petites entreprises innovatrices, mais qui ensuite deviennent des grands groupes et viennent aussi manger par la suite les marchés des grands groupes. C'est une science qui est très productive par rapport à l'investissement qui est réalisé en termes de volume financier ou même de personnel employé. C'est une science qui, en termes de biométrie, par exemple, apparaît très, très performante. Le financement se fait par du venture capital ou de l'argent qui est en bourse, c'est-à-dire en fait de l'argent qui est apporté par les individus et bien sûr appuyé par le gouvernement, notamment dans la défense ou la santé. On a une éducation système éducatif qui est très compétitif, mais qui est très inégalitaire. Donc, au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'au fond, on est dans un système dans lequel les individus sont poussés à faire du mieux possible dans la recherche de l'excellence et la prise de risque, que ce soit dans la science, dans la finance, dans l'entreprise, etc. Et ça, c'est possible ou c'est nécessaire parce qu'on est dans un système d'individualisme exposé. Ce que j'appelle l'individualisme exposé, c'est-à-dire qu'on a un État qui est fort, qui est régulateur, mais qui n'est pas protecteur. On a un système familial qui est non autoritaire, pour reprendre les catégories d'Emmanuel Todd, c'est-à-dire que les relations parents-enfants ne sont pas empreintes d'autorité, les enfants quittent très tôt le foyer familial, et non égalitaire, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité potentielle entre les enfants. Un peut recevoir la totalité de l'héritage et les autres être dépouillés. Ce qui pousse très jeune, si vous voulez, à un état d'esprit dans lequel les individus sont poussés à prendre leurs propres responsabilités et donc ils sont poussés vers l'excellence, et y compris à jouer sur l'importance du profit et de la réussite individuelle.
Et cet individualisme exposé explique la forme prise par le système d'innovation et son dynamisme. Si nous, maintenant, nous passons au système latin, qui, lui, au profil latin, est l'extrême opposé de ça. C'est-à-dire qu'on a un État protecteur, important, qui prend beaucoup en charge des individus. Ça s'inscrit dans la continuité de la religion catholique, et non pas protestante. Et on a des familles non autoritaires, un peu comme le système anglo-saxon, mais égalitaires. C'est-à-dire qu'il y a une répartition, a priori, des héritages de manière égale entre les enfants. Tout ça étant lié, d'ailleurs, ça ne sort pas d'une idéologie quelconque, ça sort des conditions objectives dans lesquelles, avant, dans l'ancien temps, on pouvait développer ou non la productivité agricole en fonction du morcellement des parcelles. Et tout cela débouche sur un système d'innovation qui est très performant dans les grandes technologies civiles, pour ce qui est de la France, parce qu'il y a un État fort qui les a poussés. Il y a, ou bien dans l'industrie du luxe, ou des industries traditionnelles, comme notamment en Italie, mais toujours dans des structures comme les grands groupes, ou bien des districts industriels qui sont quelque part protectrices de l'individu. Et qui lui permettent d'exprimer sa créativité. Il y a une productivité scientifique moyenne comparée aux pays anglo-saxons par rapport au volume investi. Le financement vient largement du secteur public ou des banques, mais pas du venture capital et relativement peu de la bourse pour les entreprises innovantes. Et il y a une éducation qui est en principe démocratisée, mais qui apparaît progressivement élitiste et inégalitaire. Parce que ça renvoie à des structures finalement qui quelque part, mettent en place des dispositifs de sélection en rapport avec les institutions. Oui, et il est censé être pourtant populaire et méritocratique, etc. Mais progressivement, il y a ce processus de sélection. Et comme on est distancié de la technique, parce que ça se passe sur le symbole et le verbe, il s'ensuit un certain nombre de difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce profil latin a du mal à s'adapter à la mondialisation, parce que précisément, il n'expose pas l'individu. On est dans un système d'individualisme protégé, donc ça crée des difficultés d'adaptation. Si on passe au profil suivant, qui est le profil rhénan, qui est illustré par l'Allemagne, mais aussi par la Suisse, là, on est avec un système d'innovation qui est très performant dans les industries établies en particulier, de celles qui sont sorties des révolutions industrielles précédentes, mécanique, automobile, chimie, tout à fait, agroalimentaire. Alors, avec un mélange entre grandes entreprises et entreprises intermédiaires, ou de taille intermédiaire, ou de PME puissantes, qui sont souvent d'ailleurs associées à des investissements familiaux. Il y a une bonne productivité scientifique. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bonne. Mais surtout, elle est très liée à la technologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pragmatique. Il y a donc une relation science-technologie importante. Il y a un financement qui est souvent en relation avec les investissements familiaux, mais aussi avec des systèmes banque-industrie, dans lesquels, au sein même des entreprises ou des industries, il y a un dispositif bancaire qui finance l'innovation. Un peu comme au Japon, d'ailleurs. C'est une structure proche de celle du Japon. Et il y a une éducation duale dans laquelle il y a à la fois un apprentissage dans l'école et dans l'entreprise qui est très important, avec un apprentissage qui est très développé. Et c'est très important parce que ça facilite l'insertion des jeunes. Alors on s'aperçoit que c'est un système coopératif, coopératif sciences-technologie, coopératif école-entreprise, coopératif banque-industrie, et qu'on retrouve aussi dans l'État, c'est-à-dire qu'on a une économie sociale de marché, un État qui est intégrateur entre les différents acteurs. Ce sont des dispositifs aussi qui sont basés sur des familles autoritaires, où là, il est resté une forte autorité des parents sur les enfants, et inégalitaires, mais différents de l'anglais, où éventuellement, lorsqu'il y a un héritage qui va à un enfant et que les autres ne recevant rien, néanmoins, l'enfant qui hérite à la charge du reste de la famille. Donc ça crée de la coopération nécessairement dans le système. Et puis c'est cette espèce d'esprit coopératif dans lequel l'individu évolue, mais dans un cadre de coopératif consensuel, et ce qui caractérise le profil rhénan. D'où aussi une certaine lenteur dans l'adaptation, mais une adaptation lorsqu'elle se produit qui est massive. Donc une capacité à réagir aux crises, peut-être avec un peu avec retard, mais de manière massive et très efficace au bout du compte. Donc voilà, et le dernier profil, c'est le profil nordique. On va rapidement passer dessus, mais
il est proche du profil rhénan. C'est un individualisme soutenu dans lequel l'État s'est engagé au maximum. C'est d'où aussi des prélèvements fiscaux qui sont importants. Mais l'État remplace ce qui est les autres structures traditionnelles qui soutenaient l'individu. C'était la communauté, l'Église ou la famille. Là, on est dans un État qui est très présent, mais qui facilite à ce moment-là l'expression de l'individu, avec en particulier un système éducatif qui est très performant. Et on ne laisse pas les individus qui ne suivent pas très bien sur le bord de la route, mais on s'efforce pour que tout le monde arrive à bon niveau. Il y a un financement qui est à la fois fait de venture capital, avec des incitations fiscales fortes, mais aussi un bon engagement de l'État, du secteur public, et une mobilisation de la bourse en fonction des circonstances. Il y a une très bonne productivité scientifique, mais aussi très liée à la technologie, très pragmatique. Et on est performant dans la plupart des secteurs, les niches, mais avec une approche de niche pour des petites économies, parce que c'est des économies où il y a 5-10 millions de personnes maximum. Donc, c'est un profil qui, lui, est capable de prise de risque importante. Alors, on l'a vu avec des choses comme Nokia, par exemple, qui est capable de prendre beaucoup de risques. On l'a vu aussi dans le secteur bancaire. Mais qui est capable aussi de se réaligner après avoir pris des risques et éventuellement pris des coups. Et de se reconstituer assez rapidement pour redevenir compétitif. C'est certainement aujourd'hui, dans le monde, le dispositif qui est le plus satisfaisant à la fois sur le plan des performances économiques et des performances sociales. Et environnementales. Et des performances écologiques. Écologiques, voilà. Donc un modèle très très intéressant. Le dernier qu'on aura vu, mais peut-être pas le dernier en termes de primauté, en quelque sorte. Dans l'état actuel des choses, c'est certainement ce qui est le plus satisfaisant. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Éric Aubert. Merci à vous.